Les tribunes du sport. Karine Dronnet. Bonjour et bienvenue à tous dans les tribunes du sport. Dans ce numéro 218, on s'intéresse au sport business et à une pratique de plus en plus courante, le naming. On en parle dans quelques instants avec Vincent Chaudel du cabinet Wavestone. On fait également le point ce matin sur les projets de la Tibu Basket Academy qui veut notamment développer la pratique du basket dans le monde rural. Nous reviendrons aussi ce matin sur le bilan des Jeux Olympiques de la jeunesse et les performances marocaines au salon du cheval d'El Jadida. Cette émission est réalisée comme d'habitude par le plus sportif d'entre nous, Youssef Kotni. Les tribunes du sport numéro 218, c'est parti. Et pour commencer, une question. Connaissez-vous le naming? Cette pratique qui consiste à associer le nom d'une marque à un stade ou à une compétition sportive a aujourd'hui tendance à prendre de l'ampleur à travers le monde, et notamment en Europe et en Afrique. Pour tout savoir sur le sujet, nous avons eu recours à l'expertise de notre spécialiste en sport business, Vincent Chaudel, du cabinet Wavestone. Il nous parle aussi ce matin de l'essor de l'e-sport et des bouleversements attendus dans le paysage médiatique français. Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. Alors dans l'actualité du sport business, il y a un phénomène qui prend un petit peu de l'ampleur aujourd'hui, c'est le naming. C'est quoi exactement le naming? Alors le naming, c'est la dénomination commerciale d'un équipement ou d'une compétition. On a vu beaucoup cela dans l'univers anglo-saxon pour changer ou donner des noms commerciaux, des noms de sociétés à des stades, à des arénas. En fait, les finances publiques dans beaucoup de pays, y compris en France, invite finalement les collectivités, mais pas que, à chercher des sponsors pour l'équipement. Et donc, c'est comme ça que l'on va donner un nom d'entreprise à un stade, par exemple. Et on le voit également sur des compétitions. Alors c'est vrai qu'on a vu ça notamment même au Maroc avec le championnat du Maroc de première division qui est donc appelé maintenant Maroc Télécom Botola. C'est un phénomène donc qui a pris un petit peu de l'ampleur quand même ces derniers temps. Oui, en fait, ça fait aux États-Unis, ça fait très longtemps que ce mode commercial a été utilisé. En Europe, ça fait 10-15 ans que l'on voit cela. En fait, depuis la rénovation ou la construction de nouveaux stades, on est vraiment concerné par cela en France depuis les années 2010 avec des nouvelles arénas et des nouveaux stades. Mais vraiment, si je prends le cas de la France, c'est un peu contraint et forcé que les collectivités sont allées vers ce système-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que le montant des contrats n'est pas encore aussi important que chez nos voisins, parce que il faut que tout le monde ait envie de jouer le jeu. C'est-à-dire que il faut que le sponsor mette de l'argent, mais il faut aussi que les collectivités aient envie de l'accueillir. Il faut que les médias s'en fassent écho. Le vrai sujet critique, c'est le changement de nom d'un équipement. C'est-à-dire quand vous avez un stade qui s'est appelé longtemps, je sais pas moi, Chabandelmas, ou l'Escure et qui est devenu Chabandelmas, tout le monde a joué le jeu. Mais si les Girondins de Bordeaux avaient juste changé le nom de Chabandelmas pour l'appeler groupe Matmut Atlantique, ça n'aurait pas marché, probablement pas marché. Là, ils ont créé un nouveau stade, ils ont construit un nouveau stade et il s'appelle Matmut Atlantique. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu d'autre nom, donc tout le monde va jouer le jeu et va l'appeler Matmut Atlantique. C'est vrai qu'il y a un véritable problème de retour sur investissement aussi pour les sponsors parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les médias ne jouent pas forcément le jeu. C'est vraiment l'enjeu et donc aujourd'hui, un naming en France, si je prends le cas de la France, pour un stade, ça tourne entre 2 et 5 millions d'euros, alors que chez nos voisins britanniques, on est dans les 10-15 millions d'euros par an. Donc on voit bien qu'il y a un écart assez important et cela, c'est lié à la culture commerciale de chacun d'entre nous, mais aussi des collectivités et évidemment des médias, parce que là, il faut avoir envie de jouer le jeu. On a historiquement eu notamment un club de football qui
racine. Et là, ça avait, au début des années 90, ça avait vraiment coincé. Il y a eu l'Adecco Asvel au niveau du club, ça n'a pas bien pris non plus. Donc là, je crois que le marché est un peu plus prêt, plus ouvert par rapport à cette pratique-là et qu'elle va se développer, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore à un niveau commercial comparable à nos voisins. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des stades dont le nom est incontournable. Je pense notamment à Marseille, comme le stade Vélodrome. Ce serait difficile de changer le nom. Et oui, et donc ils l'ont appelé désormais Orange Vélodrome. Dans l'esprit de beaucoup, ça reste le Vélodrome. Donc c'est peut-être pour ça que ce partenariat ne dépasse pas la barre des 4 millions d'euros. Parce que la valorisation ou le retour sur investissement pour Orange n'est pas encore maximale. C'est vrai aussi que c'est difficile de changer le nom d'un stade lorsque celui-ci est attribué à une ancienne gloire du football ou une personnalité, je pense notamment à Montpellier avec Louis Nicolin. Oui, le naming fonctionne le mieux pour des nouveaux équipements. Là, il y a aucune comparaison possible. Tout le monde va utiliser le bon nom dès le départ. En revanche, pour les compétitions, vous parliez tout à l'heure de la compétition du championnat marocain. Là aussi, c'est difficile parce que la compétition existait depuis de périodes assez importantes. Et donc là, c'est là où il faut vraiment avoir l'engagement des institutions et des médias pour jouer le jeu, tout simplement. Et qu'est-ce qui bloque les médias? C'est un problème essentiellement déontologique? Il y a un sujet de déontologie, il y a un sujet donc de culture non commerciale. Mais en même temps, aujourd'hui, les groupes de médias, la plupart du temps, ont acheté des droits d'exploitation de contenu. Et donc, le média qui a les droits, lui, il n'y a aucun débat, il va respecter le débit. Le sujet, c'est pour les autres médias. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Ils ont tendance à jouer le jeu parce qu'ils sont friands de ce contenu-là. Si je prends le cas du football, c'est un contenu quasi incontournable. Et donc, si les médias veulent s'attirer les bonnes grâces des acteurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les clubs, les dirigeants, ils ont plutôt intérêt à jouer le jeu à ce niveau-là. Mais pour des autres sports, c'est pas toujours aussi facile. Alors concernant aussi un événement qui s'est déroulé à Paris cette semaine, c'est donc l'association du sport avec les jeux vidéo. Vous pouvez nous en parler? Ah oui, à Paris, il y a eu la semaine dernière, et ça a été jusque mardi dernier, la Paris Games Week. C'est-à-dire que pour la 9e fois, il y a eu une semaine dédiée au e-sport à Paris, et c'est un phénomène colossal. C'est-à-dire que on va au-delà du sport. Il y a effectivement des rencontres sportives. On connaît la passion mondiale pour des jeux comme FIFA 2019 là qui vient de sortir, ou PES, ou des jeux de conduite. Mais il y a aussi des jeux qui sont totalement éloignés du sport, mais dont la mécanique ressemble à celle du sport, avec des teams, avec donc des équipes, des championnats, des ligues qui se mettent en place. Et ça, c'est un phénomène mondial qui prend une ampleur colossale à une vitesse vertigineuse. Et donc là, on a un salon qui est la réunion des grands éditeurs, des grands jeux comme Fortnite, comme Forza, comme Rainbow Six. Voilà, et on voit toute l'importance que ça a pour la nouvelle génération, pour les adolescents et même au-delà d'ailleurs. Et on peut s'interroger sur la place que le e-sport va prendre, à tel point que Thomas Barr, le président du CIO, a mis le sujet de l'e-sport à l'agenda de son prochain séminaire en décembre prochain, parce que la question, c'est de savoir s'il faut intégrer l'e-sport dans le programme des Jeux Olympiques. Donc on voit que on va au-delà d'une tendance de teenagers qui cherchent à jouer sur une console. On est sur un phénomène de société et peut-être quelque chose qui pourrait être amené à transformer le sport de demain. Et c'est vrai que c'est un phénomène planétaire, puisqu'on a vu notamment sur le dernier salon international du sport et des loisirs à Casablanca que la partie gaming avait pris beaucoup d'importance. Oui, il y avait
plusieurs stands, plusieurs rencontres, des compétitions qui s'opéraient. Oui, l'avantage de l'e-sport, par définition, c'est qu'il est virtuel. C'est-à-dire que l'on peut y jouer de partout. Vous pouvez, depuis Casa, défier un adversaire à Osaka ou à Marseille ou à New York. Et ça, c'est ce qui marche vraiment partout. C'est un phénomène à suivre avec grande attention. Juste une dernière question, Vincent Chaudel, concernant cette fois le rachat par Canal+ des droits de la Première Ligue, le championnat anglais de football, au détriment de Radio Monte-Carlo. C'est une bataille entre ces deux chaînes de télévision. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que RMC a investi énormément dans les droits de la Champions League et qu'aujourd'hui, c'est sa vache à lait, c'est ce qui va attirer des abonnés. Et le groupe doit revoir à la baisse son enveloppe d'investissement. Canal+, qui a perdu les droits du championnat de France et qui avait donc perdu les droits de la Coupe d'Europe, a signé un accord juste au début de la Champions League pour pouvoir distribuer RMC. La contrepartie, visiblement, de cet accord, c'était de trouver aussi un mode de non-agression sur les droits du football anglais, permettant à l'un et à l'autre d'exister. C'est très important pour chacune des deux chaînes, et il va y avoir encore du changement dans le paysage audiovisuel. À l'horizon de 2021, Mediapro, l'acteur espagnol, a acheté les droits pour plus d'1 milliard du football français, et il doit, dans le contrat qu'il a signé avec la Ligue, avoir une chaîne. Et donc, il va y avoir une chaîne qui va se créer, ou un rachat d'une chaîne. Mais en tout cas, les choses vont encore bouger dans les mois à venir. Merci Vincent Chaudel d'avoir été avec nous. À bientôt. C'était notre expert en sport business, Vincent Chaudel, du cabinet Webstone. On parle maintenant basketball avec les ambitions de la Tibu Basket Academy. La semaine dernière, un nouveau centre de proximité s'est ouvert à Casablanca, dans le quartier d'El Hank. Et bientôt, une caravane va sillonner les différentes zones rurales du royaume pour promouvoir la pratique du basketball. On en parle tout de suite avec Mohamed Amin Zariat, le président fondateur de Tibu. J'ai le plaisir d'être en compagnie ce matin de Mohamed Amin Zariat, président fondateur de Tibu Academy Basket. Alors c'est vrai que ça se développe plutôt bien. Bonjour Mohamed Amin. Bonjour Karim. Vous avez donc ouvert un nouveau centre de proximité dans le quartier d'El Hank à Casablanca. Effectivement Karim, donc nous avons inauguré un nouveau centre de Tibu pour la saison 2018-2019. Donc c'est un centre qui est situé au niveau de Casablanca, exactement à la région d'El Hank, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, avec un grand appui de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation et la direction provinciale de Casa-Enfa, et aussi avec le soutien et en partenariat avec le comptoir métallurgique marocain. Donc ce centre situé à l'école Ibn Hazm, déjà Tibu a refait réaménager toute la cour de l'école. Donc aujourd'hui, il y a de beaux terrains, 3 terrains pour les jeunes de l'Ancre. Et on a choisi 120 jeunes, 50% filles, même plus, 55% de filles et 45% de garçons, âgés entre 8 et 12 ans, qui sont choisis de plusieurs écoles, on va dire, qui sont situées à l'Ancre, notamment l'école Zarqtoni, Frezouiten, etc. Et donc ces jeunes-là vont avoir un programme chaque mercredi, samedi, dimanche, bien sûr axé sur la pratique du basket, sur les valeurs du sport, mais aussi sur l'initiation aux langues, notamment le français et l'anglais, et le leadership. Et ce qui est aussi important pour ce centre, c'est que à partir de la 2e année, donc il y aura une équipe masculine et féminine qui va partir en Europe, et exactement en France, pour représenter le Maroc et représenter Tibu dans un tournoi international. Donc on veut vraiment ouvrir des perspectives, que ce soit au niveau régional, national et international à ces jeunes. Et le but, c'est vraiment de les accompagner vers les chemins de la réussite personnelle et professionnelle. Vous avez combien de centres de proximité aujourd'hui dans la région casablancaise? Au niveau de la région casablancaise, on va dire la région Casastat, on est sur 9 centres. Au niveau de Casa, Mohamedia et Zneta. Et au total, nous sommes à 17 centres au niveau de 11 villes au Maroc et cette région du Maroc, avec un objectif sur les 2 prochaines années, c'est d'avoir 52 centres qui vont couvrir les 12 régions du Maroc. Et vous comptez ouvrir notre centre prochainement, quelque part, où ça?
Alors prochainement, on est en train de travailler pour ouvrir un nouveau centre à Marrakech, à Belhamed, à Bni Mellel, à Nador, à Guelmim, à Oujda, à Berkane. Donc voilà, on est en train de travailler sur ces villes et c'est quelque chose qui va être déployé au courant de cette saison sportive 2018-2019. Je rappelle que ce projet est un projet d'insertion, d'un projet qui développe les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des jeunes et aussi qui répond à des problématiques sociales au Maroc, notamment la lutte contre l'abondance scolaire, l'autonomisation des filles, le fait d'outiller les jeunes par les soft skills pour qu'ils deviennent employables. Et aujourd'hui, nous ciblons des jeunes qui sont dans des familles défavorisées et nous remarquons chaque jour l'impact et le changement dans l'immédiat à travers des focus group avec les parents, mais aussi à travers leur note scolaire. Je rappelle que depuis 2015, novembre 2015, nous avons créé le premier centre et depuis nous avons développé d'autres centres. Après 2 ans, 88% de nos jeunes ont augmenté leur note scolaire. Ils sont passés de 4-5 de moyenne à 6-7-8 de moyenne. Et donc, je pense que vraiment donner l'occasion à des jeunes, pratiquer un sport, avoir un environnement positif, avoir des coachs inspirants qui vont vraiment donner de l'espoir, donner de la vision pour ces jeunes, donner du sens pour ces jeunes. Je pense que voilà, il faudra qu'on arrive à sensibiliser la société civile, sensibiliser le ministère, sensibiliser plusieurs parties prenantes à encourager la pratique du sport parce que un enfant qui pratique un sport depuis le jeune âge, il développe sa confiance en soi, il développe une estime de soi et il se retrouve vraiment au sein de sa communauté, au sein de la société. Est-ce que vous envisagez d'avoir votre propre complexe sportif pour vous, Tibu? Oui, c'est un projet aussi qui rentre dans les cadres de notre académie de basket. Donc là aujourd'hui, je rappelle que nous sommes la première académie de basket au Maroc qui a pour but de créer des basketteurs de haut niveau, mais aussi des jeunes qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine. Là, on est en train de préparer les phases finales pour le championnat de Maroc pour la saison 2017-2018. Donc on joue le 5-6 novembre prochain, les phases finales pour les U14 et les U16. Et donc, on est aussi en train de travailler avec des partenaires privés, mais aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, comment nous pouvons avoir notre propre académie de basket, notre propre complexe, pour qu'on puisse donner la possibilité à d'autres jeunes d'intégrer notre organisation, notre académie, et du coup, voilà, élargir la base des pratiquants. Alors, un autre projet qui vous tient à cœur, c'est cette campagne que vous allez lancer prochainement. De quoi s'agit-il? Alors, nous avons lancé dernièrement une belle campagne avec le groupe Ecomédia. Donc, c'est Basket Fedouar. Donc, c'est un projet, c'est une caravane rurale qui sillonne les zones rurales. Et cette fois-ci, ça va être au niveau de la région Fès-Meknès. Donc, on va partir à Ifrane, à Fès, à Meknès, à Al-Hajb et toutes les régions à côté. On va cibler 15 000 jeunes dans les douars et on va les initier aux fondamentaux de base de basket, comment faire le tir, la passe, le dribble, et on va passer des messages. Le tir pour nous c'est la vision, c'est vraiment cibler un objectif, définir un objectif. La passe c'est favoriser le teamwork, travailler avec les filles, travailler avec les garçons, travailler avec les grands et tout ça. Donc favoriser le teamwork, le travail d'équipe. Et puis le dribble pour nous c'est le leadership, c'est le fait de prendre, on va dire, l'initiative, c'est le fait vraiment d'aller vers l'avant. Et donc ça, et de surmonter les obstacles. Effectivement, et voilà, c'est une métaphore pour nous qu'on explique aux jeunes à travers le jeu, à travers des ateliers ludiques, et aussi il y aura des focus group avec les parents, mais aussi des ateliers pour justement sensibiliser les parents à ce que les jeunes restent à l'école, à ce qu'ils développent une attitude positive avec leurs jeunes pour qu'ils puissent libérer leur potentiel. Ce programme, on le fait pour la 2e année, après une belle caravane en 2017, on le fait avec la Marocaine des Jeux et des Sports, la MDJS, et voilà, le but c'est vraiment promouvoir ce sport, la pratique du basket, la pratique du sport au sein des zones rurales, et puis aussi on va laisser du matériel pour les écoles, pour les bénéficiaires, et former aussi les enseignants de l'école publique au niveau des zones rurales pour qu'ils puissent aussi, une fois que Tibu va partir, pour qu'ils puissent aussi continuer à animer des ateliers, des sessions de basket pour les jeunes. Alors la date de la première étape? Ça va être du 12 au 17 novembre. Donc voilà, tout le circuit il est sur notre page Facebook Tibu Maroc. Vous commencez par quelle ville? On commence par Ifrane, donc par Ifrane, et voilà, 2 jours sur les zones rurales de Ifrane. Après on passe à Hajeb, après on passe dans les zones rurales dans les douars de Meknès. Donc voilà, ça va être chouette. Super. Merci beaucoup Mohamed Amin Zariat. Merci Karim.
Voilà pour la première mi-temps des Tribunes du Sport. On marque une pause, le temps de retrouver le bulletin d'information en langue française. Et on se retrouve à nouveau dans quelques minutes pour la suite de cette émission.